Ah oui, c'est vrai, faut que je regarde ça. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Il faut qu'on en parle. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va s'attaquer à notre première série française, qui puise ses références dans plusieurs films et aussi possède une bande son très 80s. Une série au développement très chaotique qui a été en partie financée par les fans. C'est un ovni pour nos productions françaises qui aura su décoller hors de nos frontières. Une série pour adultes qui a du punch. Voici Last Man. Et il était court, c'était pour commencer l'épisode? Tu vas te calmer toi. Pour commencer, une petite mise au point. Qu'est-ce que Last Man? Last Man est une série de bande dessinée française qui utilise les codes du manga. Elle est scénarisée par Bastien Viveste et Balak et dessinée par Bastien Viveste et Michael Sanlaville. Éditée depuis mars 2013 par Casterman dans la collection voyelle s'il vous plaît. Last Man est un défi un peu fou pour trois amoureux du dessin qui, au début, diffusaient leur œuvre gratuitement sur Dailytoon, soit 15 à 25 planches par semaine, gratuitement. Mais depuis, ils ont réduit le rythme, et ça se comprend. Faut être un peu fou pour suivre ce rythme. Mais revenons sur les auteurs, et ils sont bons les salauds. Michael Sanlaville est un dessinateur et un illustrateur. Il est co-auteur de Hollywood Gene, qu'il réalise à quatre mains comme par hasard avec Bastien Viveste, connu pour ses BD Le goût du chlore ou Paulina, qui a été adapté en film. Et enfin, Balak, le père du Turbo Média, une BD numérique qui est mixée avec des gifs. On dit gif ou gif? On s'en bat les couilles. Un terme tout droit sorti du cerveau de gens alcoolisés, de l'infect Balak et de l'ignoble Gobi. C'est pas moi qui le dis, c'est le site, qui lui a permis de se faire recruter par Marvel et d'y devenir un consultant pour Marvel Infinite. Il est aussi connu pour une petite série animée qui s'appelle juste Les Cassos. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la série d'animation Last Man. Les trois compères voulaient faire une œuvre fleuve, faire du cross-média avec leur bande dessinée. Ils ont d'abord commencé par un jeu vidéo, Last Fight. Suite au jeu, la série n'était pas forcément prévue, mais elle a bénéficié d'un heureux concours de circonstances, suite à l'adaptation de Paulina au cinéma. Didier Crest, le producteur de Paulina, découvre l'existence de Last Man et se donne pour mission de l'adapter, pas en film, mais en série animée. Cette série est un pari pour ses créateurs car ils ne voulaient pas adoucir leur œuvre. Seul problème, c'est que dans l'Hexagone, on produit principalement que des dessins animés tout public, pour les enfants ou aseptisés. L'ultimatum était posé, soit ils adaptent la série sans l'adoucir, soit il n'y avait pas d'adaptation. Et par chance, ils ont réussi à trouver des personnes de confiance pour adapter Last Man en série animée. Le dessin animé a été confié au trio Jérémy Perrin, Laurent Sarfati, Michael Robert, qui sont connus pour le clip de Fantasy Die. L'animation est de qualité très stylisée et bizarre. Ouh, quelle immonde saloperie! Et ils ne pouvaient pas mieux tomber car les deux trios se complètent parfaitement. 3 tomes de Last Man étaient déjà sortis et ils ont commencé à mélanger l'œuvre avec des idées de la BD qu'ils avaient eues auparavant. Mais moi, vu que j'ai la flemme de lire, ça change rien. Non, car c'est un préquel. Et ça, c'est cool. Comme ça, tout le monde est à égalité. Ceux qui connaissent déjà l'univers n'ont pas une redite de l'histoire et en apprennent un peu plus sur les personnages. Et pour les nouveaux, ça leur fait une bonne porte d'entrée pour la série. Au final, Last Man est une série d'animation de 26 épisodes, d'une durée de 13 minutes chacun, soit un peu plus de 5h30 d'animation environ, qui ont été diffusés par France 4 entre le 22 novembre et le 13 décembre 2016. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, France 4 est l'une des meilleures chaînes de télévision gratuites si vous voulez regarder des dessins animés, avec un très bon catalogue à son actif. Elle a diffusé Archer, Mad, Rick et Morty, la saison 3 de Wakfu, rediffusé Avatar The Last Airbender, et aussi diffusé en exclusivité The Legend of Korra doublé en français s'il vous plaît. Ils ont aussi diffusé à la télé des web-séries en collaboration avec des youtubeurs, grâce à Studio 4, une plateforme de web-séries de France Télévisions. On a reçu un chèque pour cette pub. Non. Notre histoire se déroule à Paxtown, une ville fictive rongée par la violence et la corruption, où il ne fait pas bon vivre, dans laquelle Richard Aldana, un branleur sans attache ni ambition qui vivote entre la recherche d'emploi et le club de boxe de son ami et mentor Dave. Bien qu'il soit seulement doué, plutôt crevé pour Richard que de mettre des gants de boxe et participer à la FFFC, Fist Fight Funeral Cup. Après une bagarre qui a mal tourné, son ami Dave se fait enlever. Impuissant face à l'ordre du lion et leur chef Rizel, qui forme une secte religieuse plus dangereuse que les flics ou les gangsters de la ville, Richard va peu de temps après apprendre l'existence de Siri, fille cachée de Dave, qui cherchait à la protéger de l'ordre du lion. Richard va se retrouver à la protéger des sombres ambitions de Rizel. En cherchant dans le passé de Dave, Richard et Siri sont inspirés dans une quête qui les dépasse, où revient le nom de la Vallée des Rois, lieu mythologique de magie et de démons, les rois clés. Passons aux personnages, et ils sont tous bien écrits, même les personnages secondaires. Il fait du bien. Richard Aldana, un boxeur insolent, héros malgré lui, coureur de jupons, grande gueule à temps partiel, est un grand mix entre plusieurs héros actionneurs des années 80. Ses grandes qualités, enquêteur,
encaisser et se sortir des emmerdes. Richard est une force de la nature, à l'intérieur comme à l'extérieur du ring. Il est un animal sauvage, le produit darwinien de l'environnement hostile de sa ville natale. Dave McKenzie, ancien champion de boxe qui s'est rangé devenant gérant d'un club de boxe, il est devenu l'icône de son quartier. Il y garantit le calme et entraîne beaucoup de ses habitants. Selon un bon nombre de ses élèves, il est la droiture incarnée et un bon coach. Siri, fille cachée de Dave, dont Richard apprendra l'existence après son enlèvement. Malgré les événements qui se succèdent dès les débuts de la série et qu'elle en bave, elle reste un personnage qui reste sympathique. Tomi Katana, guitariste et chanteuse un peu nulle, débutant comme chanteuse pop, elle rêve d'être reconnue pour son talent et non pour son physique. Elle veut s'affirmer dans ce monde pourri et corrompu, mais se heurte à la dure réalité du milieu, ce qui la fait mûrir et se ressent dans sa musique. Grâce à ce personnage, j'ai découvert un petit truc sur la série. Et ne me jugez pas, c'est que les noms des personnages font tous référence à des actrices de charme qui sont très généreuses. Et ça marche pour les deux supports. D'autant plus que les courbes de Tomi Katana empruntent celles d'Hitomi Tanaka. Et en plus, elle a fait un making-of avec les auteurs de la BD. C'est bien de parler d'actrice de cul, mais tu oublies un perso secondaire super important. Howard Mackenzie, fortement lié au passé de Dave, mais aussi seul point de repère pour Aldana dans toute cette affaire. Il est le seul à en savoir plus sur les rois clés. Malgré qu'il soit roux, c'est le personnage coup de cœur de Toom, et il faut dire qu'il est classe. Et en parlant de coup de cœur, le mien se porte sur les acteurs de doublage, et ils sont excellents, d'autant plus qu'ils ont marqué de leur voix des générations. Ici, les doubleurs sont à la hauteur des dialogues, et ils les retranscrivent avec justesse, rendant les répliques plus jouissives. Les voix ont de la gueule, et possèdent tout un certain charme daté et stéréotypé que l'on pourrait retrouver dans le club Dorothée. Martial Leminou a eu la difficile tâche de diriger le plateau, tout en faisant le personnage principal. Il est entouré du grand Vincent Ropion. Pour ceux qui le reconnaissent, il est la voix de Nicky Larson. Il est entouré de William Corrin, Patrick Béthune, le cultissime Michel Elias, Maëlys Ricordo fait ici Siri, et Barbara Beretta qui filme Tomi Katana tellement classe. Et parmi tous ces grands doubleurs, on retrouve Monsieur Poulpe. Vous le connaissez sûrement pour le Golden Show, pour les plus vieux nerds, voire Karate Boy, et ils lui ont donné un petit personnage assez sympathique. Les acteurs n'avaient que leur texte et les indications données par Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, qui étaient présents pour tous les enregistrements. Tout cela pour donner leur réplique le plus justement. Ce n'est qu'après que les animateurs faisaient la synchro labiale. Passons aux qualités et aux défauts. Pour les qualités, le dessin animé est court et bien écrit. Tous les personnages sont attachants et ils évoluent tout au long de l'histoire. Leurs designs sont simples mais efficaces. Le dessin animé est un univers ultra référencé, qui arrive à avoir son identité propre et devenir un être hybride supérieur. Attendez. Ah, ils sont pas sublimes ces fonds. Le dessin animé a le sens du rythme, il sait quand envoyer le pâté et quand se reposer pendant les moments calmes. Toutes les scènes de dialogue et les punchlines sont péchues, et elles sont délicieuses. La musique très 80s souligne avec classe l'animation et la dynamise encore plus. Malgré un budget modeste, la série est bien réalisée en utilisant des techniques pour économiser l'argent. Les thématiques sont ici bien abordées, et enfin Richard Aldana est à lui seul une bonne qualité. La série possède néanmoins quelques défauts. Chaque épisode imbrique plusieurs mini-histoires qui suivent la trame, mais certaines ne sont pas assez développées à mon goût, mais je chipote. Et dernier point négatif, sa fin. Je suis resté sur les dents. C'est pas un défaut. Je sais, j'ai rien trouvé d'autre. Mais la suite existe déjà, et je l'ai acheté. Pigeon. Tu seras bien content quand je vais te les prêter. La série nous présente un anti-héros grande gueule, fortement inspiré de films actionneurs, qui essaye de survivre à toutes les personnes qui veulent le tuer. Les boxeurs, la mafia, les monstres, n'ayant pour arme que ses poings. Dit comme ça, on dirait que je vous vends une série pour mecs. Mais les personnages féminins, comme Tomi Katana, se laissent pas marcher sur les pieds aussi facilement. Bonsoir tout le monde. C'est bien ici la réunion du club des micro-pénis? Les personnages sont parfois clichés, mais les scénaristes ont réussi à leur donner un petit semblant de réalité, nous permettant de s'y attacher. Ils ont tous des rêves, des buts, mais aussi ils ont une répartie monstrueuse. Les dialogues sont finement écrits, c'est du tac au tac, les vannes font mouche, dont une qui donne le titre d'un épisode et qui nous a juste tués. Pour l'écriture de la série, les auteurs ont une liberté totale, ça se sent et ça fait du bien. Dès l'épisode 1, ils tuent des enfants. Bon, ils tuent des enfants hors champ, mais c'est quand même tuer des enfants, ça compte. Ils avaient une liberté totale, à tel point qu'ils avaient des retours de France 4 sur le dessin animé pour qu'il soit plus gore ou plus violent. Selon Jérémy Perrin, lors d'une interview, non c'est pas une interview, je rectifie ça, c'était sur une conférence sur Manga TV, c'était du genre, vous voyez ce passage-là, vous pouvez peut-être aller plus loin, faites en sorte qu'il se fasse pisser dessus. Ou sinon, du genre où c'était, ah ce passage-là il est sympa, mais rajoutez un peu plus de sang. Vous voyez là, ok, ce passage il est mignon, oui, mais rajoutez un peu de sexe quand même. C'est pour adultes. Leur seule limite qu'ils s'étaient fixée était le respect de l'œuvre originale et le caractère des personnages, en sachant que Balak était là pour régler cela, et aussi pour que la transition entre les deux médiums se fasse sans douleur. Oh putain les lunettes, non! Pourquoi ma vie c'est de la merde? Bon bah je serai avec le reste de la vidéo.
Petite info supplémentaire, ils ont rajouté sans qu'ils le sachent un caméo de Bastien Vives, et je vous laisse le trouver. C'est une série pour adultes, car elle est gore, elle a un vocabulaire fleuri, c'est violent et il y a du sexe. Mais c'est pas gratuit. Ils sont ici pour appuyer l'histoire, tout comme les codes ou les thèmes qu'elle emprunte aux films des années 80-90, aux films policiers, de mafia, de sport, science-fiction, fantasy, et la liste est longue. La série est un petit miracle, qui aurait bien pu ne pas exister, car un gros investisseur s'est retiré en plein milieu du projet, alors que plusieurs épisodes étaient déjà produits, obligeant Everybody on the Deck à porter le projet à bout de bras. Mais grâce à un Kickstarter et le soutien participatif des fans qui ont été plus que réactifs, ils ont réussi à boucler la série dans les temps, utilisant des astuces d'animation, comme des travelling lors des moments calmes, réduisant l'animation de certains passages, les rendant plus contemplatifs, mais aussi avec l'utilisation de speedline, qui est un cliché de manga. Ici sont très bien utilisés et privilégient l'animation des combats. Les coups font mal et sont dynamiques. Cette œuvre est pionnière dans son genre. Et il a fallu créer un créneau pour pouvoir la diffuser. France 4 faisait des petits marathons d'1h30, ce qui n'est pas idéal pour diffuser une série, tout en sachant qu'il est diffusé à partir de 22h45, mais le plus important c'est que la série soit diffusée. Ils ont aussi inclus d'excellentes thématiques saupoudrées tout au long de la série, le passage à l'âge adulte, l'amitié, la question de l'homosexualité et aussi une critique des médias. Pour le reste des thématiques, je vous laisse les trouver, je vais pas vous faire tout le boulot. La relation Ciri-Aldana, père de substitution, est touchante. Aldana s'assagit un peu au contact de Ciri, lui donnant une raison de se battre, et Aldana permet à Ciri une transition vers l'âge adulte, lui donnant un modèle, bon après à voir si c'est un bon modèle. Les deux musicos derrière la série, Fred Avril-Magnon et Philippe Montaigne, possèdent tous les deux des univers bien particuliers. L'un est orchestral et l'autre électro. Ils voulaient travailler tous les deux ensemble et Last Man fut une très bonne occasion. Les musiques sont le travail de leurs deux esprits. Quand l'un lance une impulsion, l'autre passe dessus, à tel point que les deux auteurs ne peuvent déterminer la paternité de leur musique. L'un donne le squelette, l'autre la texture. Et ils se sont inspirés de plusieurs références. La BO de Last Man respire la synthwave et les 80s. Ils ont même permis, grâce à leur musique, de montrer l'évolution de Tommy Katana, qui commence avec une pop un peu cheap, voire nulle, pour arriver à des chansons de plus en plus complexes, montrant que ses compositions évoluent selon sa maturité. Le format des épisodes ressemble trait pour trait à des vidéos YouTube, soit 13 minutes par épisode, ce qui lui permet de se diffuser très facilement sur les plateformes de streaming légales, mais aussi de s'exporter aussi plus facilement, exemple aux États-Unis, et les retours sont bons. Je vous conseille fortement cette série, c'est une claque autant visuelle qu'auditive. C'est un coup de pied dans la fourmilière. Last Man est une œuvre collective, réunissant les efforts de plusieurs créatifs qui ont eu pour but de créer la meilleure série d'animation française pour adultes, qui, malgré des problèmes de production et de diffusion, ont réussi à réaliser une série de qualité, saluée en France et à l'étranger. L'équipe de production derrière Last Man s'est tuée à la tâche pour nous montrer qu'en France, on n'est pas que bon à faire des séries pour gamins. Et cette série a permis un changement dans le monde de l'audiovisuel, car de plus en plus de séries pour adultes sortent en France, telles que Vermine, Monsieur Flap, La Petite Mort, mais aussi Pipoudou and the Superfuck Friends. Mais pourquoi on vous a présenté cette série? Tout simplement qu'à notre faible niveau, on aimerait lui donner un peu plus de visibilité et aussi soutenir la série, malgré que ça fait 1 an que ça soit sorti. Pas plutôt l'inverse. Ouais. Et maintenant, vous savez à quoi vous attendre si vous voulez vous mater le reste de la série. Bye! Ah, c'est illégal, qu'est-ce que c'est rien, putain. Tiens, j'ai une idée pour le prochain ITC. Putain, moi aussi. Ça serait un dessin animé avec 3 héroïnes. Et moi aussi. Moi, il y a une blonde, une brune, une rousse. Et moi aussi. À 3, on dit en même temps. Ça marche, c'est prêt? 1, 2, 3. Total Spies.